bonsoir. Donc, je vais avoir la difficile tâche de terminer cette table ronde et de vous parler de droit. Vous parler de droit, vous parler d'aspects juridiques globaux, d'avoir une approche globale, un petit peu de la sécurité des applications web par rapport à l'approche juridique. En fait, la question juridique serait la suivante. Peut-être la suivante. Comment le droit va vous servir à protéger vos informations ? Les applications web, je vais en parler d'une manière extrêmement générale et générique, on les trouve partout. Ça a été les termes des propos introductifs d'une certaine manière. On les trouve que ce soit dans tous les domaines d'activité, la banque, l'assurance, la santé ou autre. Mais derrière ces applications, il y a quoi ? Il y a nos droits, nos obligations. Il y a des enjeux liés à la sécurité, à la confidentialité, à la pérennité, à l'interopérabilité des systèmes, mais il y a surtout une protection de nos données. Alors les données vont être de différentes manières. Des données à caractère personnel, on va revenir dessus, qui nécessitent des protections spécifiques à mettre en place, des données financières, économiques, des données qui vont valoriser, d'une manière générale, l'entreprise, son savoir-faire. Donc, comment on les protège ? Grande question juridique. Qu'est-ce que l'information ? Le droit là-dessus reste silencieux, car le droit ne définit pas l'information. Il n'y a pas de définition juridique de l'information. Une difficulté pour nous, est-ce que l'information, c'est effectivement une information sur un support matériel ou l'information peut être aussi dématérialisée ? Question, je vais tenter d'y répondre après, mais déjà une grande question d'un point de vue juridique. Qu'est-ce que l'identité numérique aussi ? Pas de définition non plus juridique. On parle aussi souvent de protection du savoir-faire. On n'est pas dans une zone aussi d'intelligence économique où le patrimoine informationnel des sociétés et des entreprises doit être protégé ? Donc c'est tout cet enjeu de problématiques qui, à la fois, vont faire appel à la valorisation d'une activité économique, d'un savoir-faire, du secret des affaires parfois, et aussi de concilier, parce qu'on est dans l'entreprise, nos données à caractère personnel et nos valeurs. Donc comment va-t-on réussir ? Donc des enjeux extrêmement importants. La protection de l'information dans le cadre de l'entreprise va, on va dire, se retrouver dans différentes protections, c'est le cas de le dire. D'un point de vue juridique, stricto sensus, d'une manière assez classique, ça va être la protection liée à la propriété intellectuelle, ça va être les clauses de non-concurrence, les clauses de confidentialité, les accords de confidentialité, les contrats. On va voir aussi l'utilité de ces contrats, puisque les contrats sont aussi une valorisation et permettent au fait de protéger. Parfois, les clauses contractuelles peuvent avoir aussi une valeur dissuasive. On est dans le cadre d'une prévention, on fait un contrat pour encadrer les droits et responsabilités de chacun des intervenants. On signe aussi des accords de confidentialité pour définir justement qu'est-ce qu'une information confidentielle pour nous au sein de notre entreprise, au sein du système d'information. On a beaucoup parlé de tests d'intrusion tout à l'heure. On signe des autorisations de tests pour justement donner l'autorisation à un tiers d'accéder. Et ces autorisations de test, vous le savez tous, sont des documents contractuels extrêmement précis et détaillés qui encadrent la responsabilité de l'entreprise qui va effectuer le test. Une protection, on va dire, classique de la confidentialité, de l'information qu'on retrouve à travers tous les documents contractuels, mais aussi ces documents contractuels vont se retrouver dans le cadre de l'organisation. La sécurité des locaux, l'habilitation, la sécurité, toutes les mesures de sécurité qui vont être mises en place, qui on habilite. L'habilitation donne aussi souvent la problématique et le questionnement de qui a la délégation de pouvoir. Donc des enjeux extrêmement importants. Et après, puisque une entreprise, la société, le patrimoine informationnel, c'est quoi ? C'est de l'information et ce sont des hommes derrière tout ça, une sensibilisation, effectivement, du personnel, des fournisseurs, que ce soit en interne ou en externe de l'entreprise, par rapport à la politique et par rapport à la sécurité du système d'information et de ses applications. Puisque derrière tout ça, il y a quoi ? Il y a un risque qui fait extrêmement peur actuellement, dont on entend parler, indépendamment des risques économiques et financiers,
Ça va être le risque d'image d'une société. Si l'image de ma société est impactée parce qu'il y a une faille dans mon système d'information, qu'il y a eu une perte de données, on va voir les nouvelles réglementations qui ont été mises en place depuis le mois d'août, je risque d'avoir un préjudice assez grave, certainement, et peut-être un préjudice aussi, et peut-être une mauvaise publicité par rapport à mon entreprise. Donc ce risque, perte de confidentialité, peut entraîner un risque contractuel aussi, mais aussi un risque de responsabilité beaucoup plus classique, civile, du fait de préjudices causés à des tiers, en tant que tels. Donc des risques en tant que tels qu'il faudra circonscrire, délimiter, définir en tant que tels. Là aussi, il y a un paradoxe. Autant la notion d'information n'est pas définie d'une manière juridique, premier paradoxe, et pourtant on parle beaucoup d'information en droit, et je ne fais que ça depuis le début de mon intervention. Second paradoxe, le risque n'est pas appréhendé par le droit, alors que notre métier devient de plus en plus de la gestion de risque. Le droit définit des droits et des obligations, va encadrer des responsabilités, mais la notion même de risque, et pourtant on parle tous de risque juridique, n'est pas définie en droit. Donc comment fait-on, notamment dans le cadre d'application de systèmes d'information, pour arriver à encadrer et à circonscrire, à évoluer, à évaluer et voir l'évolution des risques, et notamment des risques légaux. Donc ce qu'il faut faire, d'une certaine façon, c'est mettre en place, on va dire, une politique, une gestion de ces données par rapport à la protection des informations. Tout simplement, déjà définir qu'est-ce que j'entends moi par information, qu'est-ce que j'ai comme information au sein de mon entreprise. Peut-être un premier travail de création, de collecte, voire d'audit, tout simplement, pour bien définir quelles sont les catégories d'informations. La direction financière traite bien les données à caractère financier, qu'on sache où sont nos données, où est le patrimoine de données au sein de l'entreprise et au sein du système d'information, puisque notamment, maintenant, avec les applications et les applicatifs de plus en plus évolués, on retrouve des données un peu partout, sans parler du cloud. Donc, savoir qu'est-ce que j'ai comme données, un recensement. Savoir où sont mes données. On va dire quelque chose de bon sens, de prime abord. Après, regardez comment je les transmets. Je sais ce que j'ai comme données. Est-ce que c'est des données économiques? Est-ce que c'est des données à caractère personnel? Est-ce que c'est des données dites sensibles? Des données financières ne sont peut-être pas de prime abord des données à caractère personnel, mais peuvent avoir un impact sur la santé économique de l'entreprise, et ces données doivent être sécurisées. Est-ce que je vais mettre des politiques de chiffrement en place ou autres? Après, une fois la phase de transmission de ces données réalisée, ou de communication, que ce soit en interne ou en externe de l'entreprise, comment je fais pour conserver ces données? Comment? Pendant quelle durée? Donc là, je vais vous renvoyer aux obligations légales qui sont souvent sectorielles par rapport à la conservation des données. Par exemple, les données de facturation, des données comptables ou financières ont des données de conservation imposées par des règlements. Il peut y avoir aussi, second temps, l'archivage. Combien de temps je vais devoir les archiver? Ou comment? Est-ce que je peux les externaliser? Comment je vais devoir donner accès, par exemple, en cas de contrôle des services fiscaux ou sociaux au sein d'une entreprise? Donc, avoir une politique et définir des règles, encore une fois, extrêmement en amont, pour éviter, on va dire, d'avoir une faille pour le coup là, juridique, dans cette définition. Pourquoi? Parce que derrière toutes on va dire, ces réflexes logiques et ces réflexes aussi de bon sens, il y a une responsabilité. Une responsabilité qui va être pénale, notamment du chef d'entreprise. On va parler d'outils, de systèmes, d'applications qui peuvent faciliter la communication, qui peuvent faciliter la transmission, le métier de manière générale, mais derrière tout ça, il y a des enjeux juridiques importants. Le chef d'entreprise, délégation de pouvoir ou non au sein de l'entreprise, va devoir assumer une responsabilité pénale en cas de perte de données, en cas, on va dire, de non-conservation des données de l'entreprise d'une manière générale. C'est extrêmement important, quelle que soit sa fonction, son métier au sein d'une entreprise, d'avoir cette idée en tête que, en cas de risque, en cas d'absence, on va dire, de méthode ou de méthodologie, en cas de contentieux et de préjudice créé, il peut y avoir un risque pénal.
Quand il y a un patrimoine, on va dire, lié à un savoir-faire, une invention, une création, il ne faut jamais oublier les protections liées à tout ce qui est propriété industrielle. Ne pas oublier de renouveler sa marque. Une marque, c'est valable 10 ans, c'est un actif incorporel. Ne pas oublier de faire une surveillance de sa marque et donc de son image. Ne pas oublier les brevets. Et pareil, la mise à jour des brevets ou autres. Donc, le droit apporte aussi des protections, on va dire, plus sectorielles, plus thématiques aussi par rapport aux données, aux activités d'une entreprise. Certes, on s'éloigne un petit peu des systèmes d'information, mais ça en fait un petit peu partie, puisque ça véhicule aussi l'image de l'entreprise. Parce que derrière tout ça, il va y avoir quoi? Derrière ce spectre, on va dire, de la responsabilité pénale, il y a quoi? Il y a cette protection de l'information. L'information, qu'est-ce qui peut lui arriver? Tout simplement, elle peut être volée. Ce n'est pas un délit, on va dire, spécifique, le vol d'informations en tant que tel, puisque le code pénal reconnaît tout simplement le vol. Mais quand il y a vol d'informations dans le cadre d'un système d'information lié aux différentes applications, qui est le voleur, qui est la victime, quand il y a des transmissions d'informations? D'où je reviens encore une fois à mes bons réflexes, mes bonnes pratiques, savoir qu'est-ce que j'ai comme information, qui les a, comment, pourquoi. En cas de vol, je saurais m'identifier en tant que victime, le cas échéant, déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie compétents et pouvoir, encore une fois, protéger mon savoir-faire, mes données dans mon entreprise. Autre délit un petit peu intéressant, dont on parle peut-être un peu moins que celui du vol, de manière générale, qui est celui de recel. Je vous ai mis la définition de recel, puisque parfois, on peut être dans des cas de recel, notamment de recel d'informations, quand on héberge soi-même des données volées, sans le savoir. Donc le recel, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement grave, et je reviens encore une fois à mes réflexes en disant qu'est-ce que sont les informations que j'ai et pourquoi et qui me les a transmises. Est-ce que j'ai un contrat dans le cadre de la transmission d'informations? Est-ce qu'il y a une finalité ou autre? Donc, pareil, la protection de l'identité numérique, on en parle de plus en plus, puisque maintenant, il y a tellement de données à caractère personnel, de données numériques, de données tout court, que ça va construire notre propre identité. Donc, on va revenir sur les éléments d'authentification, sur les éléments d'identification ou autres, qui vont faire qu'on va avoir un profil, on va dire un profil numérique. Il faut en avoir conscience, d'une certaine manière. Et il ne faut pas que notre identité, qu'elle soit, on va dire, matérielle ou dématérialisée, puisse donner lieu à l'usurpation d'identité. Nouveau délit qui a été créé et mis en place cette année, là-dessus, qui a permis enfin de pouvoir correctionnaliser l'usurpation d'identité qu'on peut avoir extrêmement, d'une manière assez fréquente, notamment dans le cadre des réseaux sociaux. Il faut encore une fois protéger et savoir où sont ses limites et ne pas hésiter à agir. J'étais dans la dominante pénale avec le vol d'informations, le recel. Mais je vous dirais qu'on est tous aussi souvent, en tant que dirigeants, RSSI, DSI ou autres, responsables de traitement. Peut-être qu'il y a des CIL aussi dans cette salle, donc il y aura une responsabilité aussi particulière. Et là, plus spécifiquement dans le cas des données à caractère personnel, les entreprises, les personnes en charge de la sécurité des systèmes d'information et de leurs applications doivent préserver la sécurité des données. Ça fait partie des dispositions pénales, des nombreuses dispositions pénales qui encadrent la protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel, c'est une définition extrêmement large, puisque c'est tout ce qui permet d'identifier ou de rendre identifiable une personne de manière directe ou indirecte. Donc, une adresse IP est une donnée à caractère personnel, un login, un password, un nom, un prénom. Tout peut permettre d'identifier une personne et de redonner une protection. Donc la protection doit être extrêmement importante au surplus dans les données à caractère personnel. Mettre en place toutes les précautions utiles au regard de la donnée. Empêcher, dans la mesure du possible, c'est bien que la sécurité parfaite n'existe pas,
en tant que tel que les données soient déformées, endommagées ou des tiers non autorisés y aient accès, que ce soit en interne ou en externe à l'entreprise. J'irais petit cas particulier pour des professions ou pour des secteurs d'activité qui sont soumis au secret, je dirais, dès qu'on est dans le cadre de diffusion restreinte, secret, défense ou confidentiel défense ou autre, là il y a d'autres protections, et la notion de secret de l'information, qui non plus n'est pas définie par le code. Qu'est-ce que le secret de l'information? Là-dessus, le code définissant juste qu'est-ce que des activités secret défense, confidentiel défense ou autre, donc avec des mesures d'habilitation assez spécifiques. Voilà, donc qu'est-ce qu'un tiers non autorisé, quel que soit le type de données d'une certaine manière. Et qui est habilité ou non. Sachant qu'encore une fois, l'habilitation peut être temporaire. On se dit parfois, cette personne est habilitée, mais l'habilitation peut valoir peut-être 6 mois dans le cadre d'un projet qui est en cours ou 1 an. Pareil pour une délégation de pouvoir. Ces documents doivent être vérifiés, doivent être revus, doivent évoluer aussi dans le temps par rapport aux missions, par rapport aux fonctions des gens. Donc, autre enjeu extrêmement important dans le cas des données à caractère personnel, mais aussi des données et des applications, c'est le transfert des données à caractère personnel. Et ce transfert hors des frontières de l'Union européenne. Et évidemment, il faut que la personne soit informée que ces données vont être transférées dans le cadre des données à caractère personnel. Mais suivant la localisation et l'hébergement de ces données, des lois non françaises peuvent s'appliquer. Je vais vous donner un seul exemple. Si les données sont situées sur le territoire américain, le Patriot Act peut s'appliquer et les autorités américaines auront accès à l'ensemble des données hébergées sur le territoire américain, sans autorisation de la société française, par exemple. Donc, tous ces schémas, que ce soit le transfert, que ce soit, encore une fois, la protection des données, doivent donner lieu à une réflexion en amont. Pourquoi pas? L'outsourcing, tout le monde en fait, très bien, mais ça donne lieu à comment j'externalise. Pareil, autre problématique extrêmement importante, j'ai externalisé mes données ou non? Comment je fais quand un contrat se termine pour être sûr et certain que soit mes données aient été détruites, que le prestataire n'en ait pas gardé des copies, par exemple, et d'autre chose, avoir bien récupéré mes données et l'ensemble des supports. Dans les contrats, ce sont les fameuses clauses dites de réversibilité. Mais n'oubliez pas de prévoir dans le cadre de ces contrats des clauses de test et d'audit, le cas échéant. Parce qu'une solution dite de réversibilité va se mettre en place soit dans le cadre de la fin d'un contrat, soit dans le cadre où je veux changer de prestataire, peut-être que les relations commerciales seront un peu plus tendues. Donc, quand tout va bien, quand on est au début d'une relation, ou même d'une manière annuelle, il ne faut pas hésiter à mettre en place comment va fonctionner les solutions de réversibilité et regarder, encore une fois pour éviter toute responsabilité, le cas échéant, je sais bien que c'est extrêmement délicat et difficile, qu'il n'y ait pas de copie de données qui se retrouvent ailleurs. Donc, la réglementation dans le cadre des transferts des données d'une manière internationale est très différente qu'on se trouve en Union européenne ou hors de l'Union européenne, suivant que le pays dans lequel on transfère ces données a un niveau de protection adéquat ou non. Autre point important que j'avais commencé à aborder succinctement, c'était l'obligation de notifier les failles de sécurité. L'ordonnance donc, du 24 août 2011 met en place, en cas de violation des données à caractère personnel, une obligation d'informer la CNIL sans délai et d'informer aussi les personnes dont les données ont connu cette violation d'une certaine manière. Plusieurs débats. Déjà, cette ordonnance fait suite à des directives européennes dites paquet télécom. Ces directives européennes, donc, qui sont transposées en France, couvrent toutes les failles de sécurité et non pas seulement les failles de sécurité liées aux données à caractère personnel. Donc,
Est-ce que la loi française ne va pas encore évoluer? Elle va certainement le devoir. Quand? Je l'ignore. Qui est concerné? Une position de la CNIL a dit que c'était que les fournisseurs ou les opérateurs et non pas toutes les entreprises. Le texte, quant à lui, ne le précise pas. Un flou qui va certainement donner lieu à un débat devant les tribunaux. Autre chose, il y a une sanction. Comment je notifie à la CNIL? Quelle est l'appréciation de son délai? La notion de prompt délai en droit, qui est posée dans la LCEN de notification, le cas échéant, a été appréciée en jurisprudence par 48 heures. La jurisprudence a fixé que le prompt délai, c'était une notification dans les 48 heures. Là, c'est sans délai. Est-ce que c'est dès que je m'en rends compte, je dois notifier à la CNIL, ou est-ce que j'ai un petit temps pour moi-même faire le point dans le cadre de mon système d'information et mes failles? Et sans délai intéressé, pareil, quand, comment? Donc, pas mal, comme vous voyez, pas mal de questionnements par rapport à cette ordonnance qui est somme toute très récente. Autre chose, et qui fait partie aussi de l'information, ça a été les données de connexion. Et je voulais faire un dernier point là-dessus. Données de connexion où, on va dire, le cadre réglementaire a été complété par un décret du 25 février dernier, qui permet, encore une fois, la conservation, la communication des données, permettant l'identification. Une donnée de connexion est considérée comme une donnée à caractère personnel. Encore une fois, la problématique de sa conservation, pour le coup, d'1 an, voilà, va devoir être mise en place. De la sensibilisation des acteurs par rapport à cette communication, le cas échéant, aux autorités judiciaires. Donc, il est extrêmement important, puisque les entreprises les conservent, ces données de connexion, de savoir où elles sont, comment les exploiter, le cas échéant, et comment les conserver. Donc, pour résumer, vous voyez que le domaine de l'information soulève énormément de questionnements juridiques. Questionnements extrêmement riches, puisque c'est un questionnement assez global et complexe, puisque l'information est partout. Même si l'information n'est pas appréhendée directement par le droit, cette information va se retrouver dans toute notre structure, on va dire, juridique, voire judiciaire. En amont, en faisant de la prévention, tant avec le contrat de travail, les clauses de confidentialité, les clauses de loyauté, on va dire dans le cadre du contrat de travail, les différents accords qu'on a avec les fournisseurs, clients ou autres prestataires, que ce soit, encore une fois, avec la politique qui va être définie en interne et en coopération avec soit la direction, soit DSI, RSSI ou autre, parce que le juriste ne doit pas être seul, mais ça doit être un travail d'équipe et, on va dire, d'échange entre, par exemple, le RSSI et la direction juridique pour essayer de mettre en place une cartographie des risques, une cartographie des données, pour mieux, encore une fois, essayer de protéger sécurité et éviter, encore une fois, la mise en cause d'un risque pénal. Cette notion d'information, encore une fois, d'un point de vue juridique, va se retrouver partout, de manière globale, partout aussi dans ce monde qui est de plus en plus dématérialisé, notamment grâce au Web 2.0, donc en dehors de nos frontières. Donc avoir en tête aussi, dans le cadre de cette cartographie, comment je fais, où sont mes données, si elles ne sont pas en France, quelle est la loi qui va s'appliquer, notamment dans le cadre du responsable du traitement. Donc, sujet passionnant, à mon avis, un sujet qui va demeurer d'actualité pour l'année prochaine. Merci.